Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre, à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat 1, examen de français. Texte, chapitre 49 du roman Le dernier jour d'un condamné. La fin de ce roman. Donc, je lis le texte du chapitre 49. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce enjoignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement. Si c'est là tout ce que j'avais à lui dire, ma grâce, ai-je répété, ou par pitié, 5 minutes encore, qui sait, elle viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur? Et ce n'est à moi. C'est exécrable. Bourreau, il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut, et que cela risque de se rouiller. Ah! Par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris. Hyène, qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce, elle est impossible qu'on me fasse pas de grâce. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. 4 heures. La note du dernier jour d'un condamné. En 1829, nous donnons ces jointes pour les personnes curieuses de cette sorte de littérature. La chanson d'argot avec l'explication en regard, d'après une copie que nous avons trouvée dans les papiers du condamné, et dans ce fac-simile reproduit tout, orthographe et écriture. La signification des mots était écrite de la main du condamné. Il y a aussi dans le dernier couplet 2 vers intercalés qui semblent de son écriture. Le reste de la complainte est d'une autre main. Il est probable que, frappé de cette chanson, mais ne se rappelant qu'imparfaitement, il avait cherché à se la procurer et que copie lui en avait été donnée par quelque calligraphe de la Géole. L'aspect du papier de la copie qui est jaune, sordide et rompu à ses plis. En 1881, le manuscrit original du dernier jour d'un condamné porte en marge de la première page, mardi 14 octobre 1828, au bas de la dernière page, nuit du 25 décembre 1828 au 26, 3 heures du matin. Passons aux questions de compréhension. Première question. Qui vient de rendre visite au narrateur et dans quelles circonstances? La réponse. Un juge, un commissaire ou un magistrat. Le narrateur ne sait pas précisément
de quelle espèce vient de lui rendre visite. Cette visite a lieu dans sa cellule, peu de temps avant son exécution, comme le suggère le contexte implicite de ses pensées et de la fin de l'extrait qui fait référence à ses dernières volontés. Question 2. Quelle est la requête du narrateur auprès de cette personne? Quelle est la requête du narrateur auprès de cette personne? La réponse. Le narrateur, en joignant les deux mains et en se traînant sur les deux genoux, demande sa grâce à cette figure d'autorité. Il implore également par pitié 5 minutes encore, dans l'espoir que sa grâce arrive. Question 3. Quelle est la réaction de l'autorité face à la demande du narrateur? Quelle est la réaction de l'autorité face à la demande du narrateur? La réponse. Réponse. L'autorité, le juge, le commissaire ou le magistrat répond à la demande de grâce du narrateur en souriant fatalement et en demandant si c'est là tout ce que à lui dire. Cette réaction suggère un rejet implicite de la requête. Question 4. Qu'est-ce qui interrompt l'interaction entre le narrateur et l'autorité? Question 4. Qu'est-ce qui interrompt l'interaction entre le narrateur et l'autorité? La réponse. L'interaction est interrompue par l'arrivée de cet exécrable bourreau qui s'approche du juge pour lui rappeler que l'exécution doit avoir lieu à une heure précise, que cette heure approche, qu'il est responsable et qu'il pleut, ce qui risque de rouiller la guillotine. Question 5. Que fait le narrateur après le départ du juge et du bourreau? Que fait le narrateur après le départ du juge et du bourreau? La réponse. Après le départ du juge et du bourreau, le narrateur note qu'il est seul. Seul avec deux gendarmes, il s'exclame ensuite évoquant le horrible peuple avec ses cris d'hyène, et se demande s'il ne va pas leur échapper ou être sauvé, mentionnant l'espoir de sa grâce. Passons aux questions d'analyse et de langue. Question 6. Analyser le champ lexical de la justice et de la condamnation présent dans l'extrait. Relevez au moins 3 termes et expliquez leur connotation. La réponse. Le champ lexical de la justice et de la condamnation est prégnant dans l'extrait. On relève des termes tels que le premier terme, juge, commissaire, magistrat. Ces termes désignent des figures d'autorité juridique représentant le pouvoir qui a condamné le narrateur. Leur juxtaposition avec l'incertitude du narrateur quant à leur espèce souligne le caractère impersonnel et potentiellement indifférent de ce pouvoir. Deuxième terme, ma grâce. Ce terme exprime l'ultime espoir du condamné d'échapper à la sentence de mort. Il connote la supplication, la reconnaissance de sa vulnérabilité face à la justice humaine. Troisième terme, l'exécution. Ce mot désigne la mise à mort légale. Elle a une connotation tragique et inéluctable dans le contexte du narrateur, symbolisant la fin de sa vie et l'abolissement du processus judiciaire.
Question 7. Identifier et analyser la figure de style présente dans l'expression « sourions fatalement ». Quel effet produit-elle? La réponse. L'expression « sourions fatalement » contient une oxymore, associant deux termes de sens opposés. Le sourire est généralement associé à la joie ou à la bienveillance, et fatalement qui évoque l'inéluctabilité de la mort ou du malheur. Cet oxymore produit un effet ironique et sinistre. Il souligne l'indifférence, voire la froideur cruelle de l'autorité face au désespoir du condamné, dont le sort est excellé. Question 8. À quel niveau de langue appartient le terme bourreau? Justifiez votre réponse et proposez un synonyme appartenant à un autre niveau de langue. La réponse. Le terme bourreau appartient au niveau de langue courant. Il est utilisé de manière neutre pour désigner la personne chargée d'exécuter les sentences capitales. Un synonyme appartenant au niveau de langue familier pourrait être le faucheur, comme utilisé par le condamné Frioche dans le même ouvrage. Un synonyme appartient au niveau de langue soutenue, ou donc le faucheur ou le tranche-tête. Un synonyme appartenant au niveau de langue soutenue pourrait être l'exécuteur des hautes œuvres. Question 9. Analysez l'emploi de la première personne du singulier « je » dans l'extrait. Qu'indique-t-elle sur la focalisation narrative? La réponse. L'emploi constant de la première personne du singulier « je » indique une focalisation interne. Le lecteur perçoit les événements uniquement à travers les pensées, les sentiments et les sensations du narrateur-personnage. Cela crée une proximité émotionnelle forte avec le condamné, permettant au lecteur de partager son angoisse et ses derniers espoirs. Question 10. Relevez une phrase interrogative dans l'extrait et analysez sa visée argumentative. La réponse, la phrase interrogative est « À qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi ?» Là, a une visée argumentative et persuasive. Le narrateur tente de connaître l'autorité de l'injustice et de sa situation et de la légitimité d'une éventuelle grâce. À question rhétorique, sous-entend qu'il serait le plus digne de clémence, compte tenu de son jeune âge et de l'horreur de la mort. Question 11. Expliquez l'emploi du conditionnel. Viendra, peut-être, dans la phrase « Qui sait, elle viendra peut-être ». La réponse, l'emploi du conditionnel présent, viendra peut-être, exprime l'incertitude et l'espoir fragile du narrateur quant à l'arrivée de sa grâce. Le conditionnel indique une action qui n'est pas certaine de se produire, mais qui est souhaitée ou envisagée comme une possibilité, même infime, dans sa situation désespérée. Question 12. Identifiez la proposition subordonnée dans la phrase. Le juge et le bourreau sont sortis. Et précisez sa nature. Identifiez la proposition subordonnée dans la phrase. Le juge et le bourreau sont sortis. Et précisez sa nature. La réponse. La phrase « Le juge et le bourreau sont sortis »
ne contient pas de proposition subordonnée. Il s'agit d'une phrase simple constituée d'une seule proposition indépendante. Question 13. Proposez une réécriture de la phrase. J'ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux, en utilisant une subordination exprimant la cause. Question 13. Proposez une réécriture de la phrase. J'ai demandé ma grâce en rejoignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux, en utilisant une subordination exprimant la cause. La réponse, puisque j'ai joint les deux mains et me suis traîné sur les deux genoux, j'ai demandé ma grâce. Ou parce que j'ai joint les deux mains et me suis traîné sur les deux genoux, j'ai demandé ma grâce. Question 14. Expliquez la fonction du tiret long au début de la dernière réplique du bureau. Par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. Question 14. Expliquez la fonction du tiret long au début de la phrase réplique du bourreau. Tiret, eh bien, par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. La réponse. Le tiret long ou tiret quadratin au début de cette réplique indique un changement d'interlocuteur. Bien que le texte ne le précise pas explicitement dans cette dernière partie, on comprend que le narrateur s'adresse directement au bourreau dans un dernier sursaut de désespoir, après avoir parlé au juge. Question 15. Analysez l'aspect du papier de la copie décrit à la fin de l'extrait. Quelle figure de style pourrait-on identifier? Question 15. Analysez l'aspect du papier de la copie décrit à la fin de l'extrait. Quelle figure de style pourrait-on identifier? La réponse. L'aspect du papier de la copie jaune sordide est rompu à ses plis. C'est décrit de manière péjorative, reflétant l'état d'esprit du narrateur à la fin imminente de sa vie. On pourrait identifier une forme de métaphore où l'état du papier symbolise la déchéance physique et morale du condamné ainsi que la fin de son histoire. Passons au sujet de la production écrite. Le sujet, la perspective de la mort imminente confronte l'être humain à ses peurs les plus profondes et à sa condition. Dans quelle mesure cette confrontation peut-elle révéler la véritable nature d'un individu? Je répète la question. La perspective de la mort imminente confronte l'être humain à ses peurs les plus profondes et à ses conditions. Dans quelle mesure cette confrontation peut-elle révéler la véritable nature d'un individu? Vous appuierez votre réflexion sur le texte et sur d'autres œuvres. Par exemple, les critères de correction, conformité à la consigne d'écriture, respect du sujet et de la problématique, développement d'une réflexion personnelle argumentée, l'utilisation du texte comme point de départ de la réflexion, puis le deuxième critère, la cohérence de l'argumentation sur 3 points, et troisième critère, structure du texte sur 2 points,
Quatrième critère, correction de la langue de points. Et nous passons à la correction de la production écrite possible. Face à l'inéluctabilité de la mort, l'individu est placé devant le miroir de son existence, confronté à la fragilité de sa condition et à la montée de ses angoisses les plus profondes. Cette confrontation ultime, où les masques sociaux tombent et où les enjeux terrestres s'estompent, est-elle un révélateur de la véritable nature humaine? Dans quelle mesure l'approche de la fin peut-elle démasquer l'essence d'un individu, ses forces et ses faiblesses intrinsèques? Le texte de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, offre un éclairage poignant sur cette question. Le narrateur, dans les heures précédentes, son exécution oscille entre la peur panique de la mort et des moments lucides de réflexion sur sa vie. Sa demande de grâce, son espoir ténu face à l'inéluctable, témoigne d'un instinct de survie fondamental. Cependant, sa dignité face au prêtre et sa tentative de communiquer avec sa fille, Marie, révèlent également une humanité persistante, un besoin d'amour et de reconnaissance au seuil de l'anéantissement. Ainsi, la confrontation à la mort révèle chez le narrateur à la fois la peur viscérale et une quête de sens et de liens affectifs. D'autres œuvres littéraires explorent également cette thématique. Dans Antigone de Joan Will, l'héroïne fait face à la mort pour défendre ses convictions et les lois divines, l'opposant à la raison d'état incarné par Créon. Son ouvrage, son courage inflexible et son refus de compromis dévoilent une nature idéaliste et déterminée, prête au sacrifice ultime pour ses valeurs. À l'inverse, sa sœur Ismène, confrontée à la même perspective de mort, choisit la prudence et la soumission, révélant une nature plus pragmatique et attachée à la vie. Cet exemple illustre comment la mort imminente agit avec un catalyseur mettant en lumière des traits de caractère profonds et parfois contrastés. En conclusion, la confrontation à la mort est une épreuve existentielle d'une intensité rare, capable de sonder les tréfonds de l'âme humaine. Si elle peut exacerber les peurs primaires et les instincts de conservation, elle offre également une occasion unique de voir la vérité nature d'un individu se manifester, qu'il s'agisse de la dignité face à la diversité, du courage des convictions ou de l'attachement à la vie. L'approche de la mort révèle souvent l'essence profonde de l'être, débarrassé des artifices et des contraintes du quotidien. C'est dans ce face-à-face ultime que se dévoilent les fondations morales et affectives qui définissent véritablement un individu. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens.